C'est vrai que j'ai dit que je voulais pas qu'on me dise trop que je suis le deuxième Thomas Pesquet, mais plutôt le premier Alan Petre. On n'a pas non plus les mêmes parcours. On n'est pas issus des mêmes endroits, voilà, on a chacun notre chemin, quoi. Ce que je dirais au futur Alan Petre, peut-être, ce serait t'as eu la NASA, quelques années auparavant, t'aurais jamais cru l'avoir, donc si t'as envie d'être astronaute, tu peux le faire aussi. Bonjour Alan. Bonjour. Ça fait quoi d'être félicité personnellement par le président de la République? C'est une énorme fierté, forcément, voilà, en fait, quand on s'y attend pas et on se dit c'est le président, donc forcément, tu vois, c'est un peu un message qui est pour nous inatteignable. On se dit jamais le président nous parlera, c'est le président, quoi. Donc forcément, quand on reçoit ce message-là, ça fait plaisir. Et c'est aussi, je pense, je le vois aussi comme une reconnaissance de tout ce qui s'est passé pendant mon parcours, toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et donc forcément, ça fait plaisir, ouais. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit concrètement qu'il était très content, et voilà, il me soutenait, et que il est content de voir que les grandes écoles françaises mènent aussi à la NASA. Et il m'a lâché un petit clin d'œil à la fin en me disant alors, est-ce qu'après la NASA, tu vas rejoindre l'ESA, European Space Agency, donc l'Agence spatiale européenne. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour me dire gentiment c'est bien de partir de la NASA, mais essaie quand même de revenir. Reviens chez nous. Reviens chez nous. Voilà, t'es français européen, donc reviens chez nous. Donc mais c'était quand même assez, c'était bienveillant. C'était pas quelque chose de, voilà, c'était bienveillant, donc je l'ai bien pris, c'était sympa. Donc à 24 ans, tu vas intégrer la NASA en janvier prochain. Ton parcours, il n'est pas tracé tout de suite. Tu as fait un DUT GEA, donc c'est gestion et administration des entreprises. Voilà, merci. Oui, est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur ton parcours assez atypique et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici à parler de ce que tu vas faire en janvier prochain? Ouais, en fait c'est ça, en fait c'est surtout mon parcours qui fait parler, parce que voilà, je suis pas passé par une voie que beaucoup de monde, en tout cas dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale ou même de personnes qui peuvent travailler à la NASA font, quoi. C'est pas une voie qui est quand même assez classique. J'ai fait un DUT, donc en fait à la fin du lycée, donc j'ai passé mon baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, et voilà, j'avais des professeurs qui m'ont dit que c'était pas forcément un domaine qui était fait pour moi, dans le sens où c'est sélectif, c'est difficile d'accès, c'est difficile tout court en fait. Et voilà, on va dire que moi au début je les écoutais, je me suis rentré dans une formation qui me plaisait pas, donc un DUT GEA. Et au fil des semaines, en fait, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis rendu compte que c'était pas un domaine dans lequel je voulais faire carrière, et voilà, donc je me suis réorienté, j'y suis un peu allé. Je me dis, bon, j'ai pas envie d'avoir des regrets, j'ai pas envie de regretter ma vie, je me réoriente et au pire, j'aurais essayé. Voilà. Ouais. Même si je foire, j'aurais essayé. Donc, je me suis réorienté dans un autre DUT sciences de l'ingénieur, du coup, axé plus à aéronautique spatiale, donc ce qui m'intéressait, donc à l'UT de Ville d'Avray, et ça s'est bien passé. Bon, c'était quand même dur parce que c'était à 2 heures en train de chez moi, donc 2 heures le matin, 2 heures le soir, ça fait 4 heures par jour, ça fait quand même beaucoup. Et à côté de ça, je travaillais les week-ends. Donc, ça fait que c'était un rythme 7 jours sur 7 très soutenu. Et donc, il y avait vraiment du manque de sommeil. Il y avait vraiment du manque de sommeil. C'était parfois dur. Parfois en classe, j'arrivais pas à suivre parce que je voulais dormir, quoi. Donc, c'était compliqué. Et c'était, on va dire, les 2 années les plus difficiles. Et après, mon intégration en école d'ingénieur dans l'aérospatiale. Donc, déjà, c'était une belle revanche. Parce que j'ai intégré une des plus grandes écoles de France. Et à côté de ça, j'étais en alternance chez Ariane. Ariane, qui est du coup un peu la référence en Europe pour les fusées. Donc, c'était déjà une belle revanche. C'était un bon pied dans le spatial, un bon premier pied dans le spatial. Et j'ai beaucoup appris. J'ai une équipe qui m'a vraiment appris énormément de choses. Et j'étais entouré de passionnés. Donc forcément, ça aide, ça motive encore plus. Et je me suis dit, en fait, ouais, là, j'aurais jamais cru que ça allait être possible. En fait, là, quand j'ai intégré Ariane, je me suis dit, mais en fait, c'était possible. Donc j'ai préféré écouter mon professeur, mais je me suis dit, mais ouais, en fait, c'était possible, tu pouvais le faire. Et ça m'a donné un sursaut d'audace et après, j'ai déroulé. Du coup, j'ai fait un stage en Floride, j'y suis allé à l'audace, j'ai contacté un chercheur en Floride qui m'intéressait pour faire un stage dans le cadre de mon école d'ingénieur. Il m'a dit oui, j'y suis allé. Et après, de fil en aiguille, la NASA, je me suis dit pourquoi pas aller jusqu'au bout de mes rêves, tenter la NASA, et c'est passé. Depuis quelques semaines, on va beaucoup dans les médias et tu parles dans tes interviews que tu vas à la rencontre de collégiens et de lycéens depuis qu'on en parle tous. Qu'est-ce que tu leur dis à ces collégiens et lycéens? Quel est ton message que tu leur adresses? Mon message, c'est ne surtout pas s'auto-limiter et vraiment viser le plus haut possible. Voilà, parce que si d'autres l'ont fait, eux, ils peuvent le faire. S'ils ont vraiment la motivation, s'ils sont vraiment motivés, ils se donnent les moyens d'y arriver, ils peuvent y arriver. Et il n'y a aucun rêve qui est trop grand. Donc je pense que c'est important de leur dire, voilà, s'ils ont vraiment envie, ils peuvent le faire. Et justement, j'aimerais bien qu'on revienne dans ta tête il y a quelques années quand tu étais à leur place.
Toi, il y avait quoi dans ta galaxie? Tu lisais quoi? Tu regardais quoi? Tu faisais quoi? Quelles étaient tes passions? Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, on va dire, ma rencontre avec le spatial, elle s'est faite à la fin de l'école primaire. Et on va dire que tout le collège et même du coup lycée, j'ai entretenu un peu cette passion. Donc, je regardais des documentaires. Je me souviens de deux séries documentaires qui m'ont marqué. Bon, bah, c'est pas sorcier, forcément. Ouais. Voilà, Jamie, voilà, un de mes idoles. Et The Universe, qui est une série documentaire américaine qui retrace un peu plein d'aspects de l'espace, du spatial en général, et donc qui m'a aussi fortement intéressé. Je connais beaucoup d'épisodes par cœur aujourd'hui encore, donc voilà, je dirais ça. Et aussi quelques bouquins, mais c'est surtout en fait ces documentaires télévisés ou Ouais, même l'image disponibles qui sur te. YouTube, Ouais. les images qui me. Ouais, voilà, en fait, l'image, j'avais ça, ce lien à l'image, parce que ça me fascinait, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ouais, c'était plus ça. Et à cet âge-là, la NASA, ça voulait dire quoi pour toi? Ça représentait quoi? Pour moi, ça représentait un rêve, pas un rêve impossible, mais quand même un rêve difficilement atteignable, quoi. Ouais. Un rêve parce que je suis français, européen, la NASA, c'est l'agence spatiale américaine. Donc c'était un rêve très loin, très lointain en fait, un rêve très lointain, mais un rêve qui peut être possible. Et je me disais, bah un jour j'ai envie d'y aller en fait. Je me disais ça dès le collège, quoi. Je me disais un jour j'ai envie d'y arriver en fait. Et c'est marrant, tu parles de rêve, et quand tu apprends le jour où tu as appris que tu allais intégrer la NASA, quelle est ta réaction et surtout quelle est la réaction de tes proches? Moi, je pense à tes parents qui t'ont vu évoluer au fil de ces années. Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ont le jour où j'ai reçu la réponse positive, moi déjà j'ai hurlé. Moi déjà j'ai hurlé tellement fort, je pense que tout le quartier m'a entendu. Et ma mère aussi. Donc voilà, il y avait vraiment un gros volume de décibels dans la maison, mais c'était incroyable. On a tous crié, parce que aussi mes parents, ça fait des années que je les saoule avec ça, Ouais. qu'avec le spatial, l'espace, enfin, tu vois, ça fait des années que je les saoule. Donc de voir que, limite, ma mère, elle a dit, mais c'est bien, comme ça au moins tu vas partir réaliser ton truc, tu vas arrêter de nous parler tout le temps de ça. Donc elle était contente, quoi. Ils étaient contents. Et forcément, voilà, je pense que quand quand tu vois que tu as un fils qui arrive à atteindre ses rêves, bah forcément, ça fait plaisir. Donc ils étaient super contents, super fiers. Super. Donc on l'a dit, en janvier, tu vas intégrer la NASA. Qu'est-ce qu'on y fait à la NASA et surtout, qu'est-ce que tu vas y faire? Alors, du coup, la NASA, c'est une agence spatiale étatique, et donc elle est sous tutelle du gouvernement américain, et il y a une dizaine de centres, enfin, on va dire des centres vraiment, centres spatiaux, on a 10, près de 10. Donc, il y en a en Floride, au Kennedy Space Center, là où ils lancent les fusées. Il y en a un dans le Maryland, c'est le Goddard Space Flight Center, où il y a un gros pôle astrophysique. Il y en a un à Houston, qui est tout ce qui est vol habité, donc ISS, astronaute. Il y en a un à Los Angeles aussi qui est très connu, donc celui dans lequel je vais aller, c'est le JPL, Jet Propulsion Laboratory. Et celui-ci, en fait, c'est un centre du coup de recherche spatiale et, qui a été fondé en 1936, donc avant la Seconde Guerre mondiale, et qui traite de tout ce qui est exploration du système solaire et aussi au-delà, l'univers aussi, mais vraiment il y a un focus qui est plus, il y a un focus qui est plus axé sur le système solaire, tu vois. Et, donc c'est surtout d'un point de vue robotique. D'accord. Donc c'est vraiment des rovers d'exploration, des sondes, des satellites, mais plus rovers et sondes. Voilà. Et donc toutes les grandes missions emblématiques des sondes mythiques comme Voyager, ou des rovers comme Curiosity, Perseverance, le petit hélicoptère Ingenuity, Cassini qui allait vers Saturne. Enfin, voilà, il y a toutes les missions emblématiques, beaucoup de missions emblématiques de la NASA qui viennent de ce centre. Et donc forcément, c'est un rêve, ouais. Justement, on parle du côté technique de ce que tu vas y faire. J'ai vu dans une interview que tu avais aussi été dans une université en Californie en stage où tu avais bossé sur le télescope James Webb. On a tous déjà vu ces photos qui sont magnifiques. Je t'en ai amené quelques-unes là. J'aimerais que tu en choisisses une ou deux et que tu nous les commandes parce que je sais on adore ces photos, Ok. mais on sait pas vraiment Alors, ce qu'il y a oui, dessous, quoi. je peux donner des petites anecdotes sur Ouais, les photos. carrément. Bon. Alors, je montre à la caméra? Ouais, juste là. Ok. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la nébuleuse de la Carène, qui est située à environ 8500 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation de la Carène, du coup. Alors, ce que vous voyez en fait avec des petites esperluettes là, vous voyez les traits en hexagone. Ouais. Donc ça, c'est des étoiles qui sont dans notre galaxie, mais proches de nous. Voilà. Cette nébuleuse est aussi dans notre galaxie, hein. Mais c'est des étoiles qui sont proches, qui sont, on va dire, en amont
de ce qu'on voit. Une nébuleuse, juste pour que tu le rappelles. Alors une nébuleuse, oui, c'est vrai que c'est normal. Une nébuleuse, du coup, c'est un nuage de gaz et de poussière composé d'hydrogène et d'hélium. Donc c'est les deux composés, on va dire, les plus simples, entre guillemets, dans l'univers. Et donc, c'est vraiment une agglomération d'hydrogène et d'hélium qui se condensent sous l'effet de la gravité et qui forment des étoiles et des systèmes planétaires. D'accord. Donc en fait, sous l'effet de la gravité, en fait, avec le temps, au fil des millions d'années, on a ce genre de nuage qui va créer des étoiles en fait. Notre Soleil, il est issu d'un nuage comme celui-ci. Voilà, d'un nuage comme une nébuleuse. Donc ça, c'est vraiment c'est comme un hôpital, une maternité d'étoiles. Voilà. Ok. Alors ça, c'est aussi une nébuleuse mais différente. Donc celle-ci, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc ça, c'est la nébuleuse de l'anneau austral, très connue aussi. Et donc pourquoi planétaire? Parce qu'en gros, les astronomes auparavant, quand ils regardaient ce genre d'objet céleste, ils voyaient un rond. Parce que tu vois, forcément, on n'avait Ouais. pas les. On voit que c'est arrondi, quoi. Ouais, Et ils complètement. n'avaient pas, on va dire, les outils pour avoir ce genre de résolution comme Ouais. le James Webb il a. Donc ils voyaient un rond et ils se disaient ah ouais, donc c'est une planète. Alors qu'au final, non. Mais au final, c'est resté. Le nom nébuleuse planétaire, Ok. c'est resté. Du coup, c'est resté. Et donc, on appelle ça une nébuleuse planétaire. Donc, on voit qu'il y a une étoile ici, Ouais, au milieu. au milieu. Et donc, cette étoile-là, en fait, c'est une étoile qui a créé cette nébuleuse. En fait, quand une étoile explose en supernova, donc c'est la fin de vie d'une étoile, on a vraiment un amas de gaz et de poussière qui part dans l'espace à une vitesse vraiment très élevée Ouais. et qui crée ce genre de nébuleuse dans laquelle après, plus tard, d'autres étoiles vont naître. D'accord. Mais là, en fait, ce que tu vois, une petite anecdote, c'est que là, en fait, c'est pas une seule étoile, il y a deux étoiles. Et donc ça, c'est un des instruments du James Webb qu'il a pris. Mais si tu prends un autre instrument comme celui-ci, donc ça, c'est l'instrument MIRI, là, tu peux voir qu'il y a deux petits points. Ouais. Et donc en fait c'est un système binaire d'étoiles et cette nébuleuse là en fait elle a été formée grâce à l'étoile, la naine blanche qui est juste ici, qui tourne autour de l'étoile géante qui est au centre. Voilà. Donc c'est une petite anecdote pour dire que voilà parfois ce qu'on voit vraiment dans les télescopes c'est pas vraiment des étoiles qui sont très lumineuses parfois cachent un système binaire de deux étoiles parfois trois étoiles. Donc c'est important de savoir que dans l'univers ça existe. Et pourquoi ça a été aussi compliqué de faire ces clichés? En fait, le télescope spatial James Webb, c'est un télescope qui est, comment dire, vraiment à la pointe de la technologie. On a un miroir de 6,5 m comparé à Hubble, l'ancien télescope qui est encore utilisé, mais l'ancienne génération de télescope Hubble qui était du coup il y avait un miroir de 2,5 m, il me semble. Et donc là, en fait, l'avantage de James Webb, c'est qu'on peut regarder avec plusieurs types d'instruments, différents objets célestes, D'accord. et du coup mieux les comprendre. Et on peut les comparer, du coup. Et les comparer, et voilà, par exemple, si on avait regardé seulement avec cet instrument-là, on n'aurait pas vu que ça aurait été un système binaire, Ok. même si on peut le savoir avec des données, avec d'autres données, mais voilà, donc c'est important d'avoir sur le télescope, et James Webb, l'avantage c'est qu'il regarde dans l'infrarouge, donc dans l'infrarouge, ça veut dire que c'est une longueur d'onde différente d'Hubble. Hubble, il regardait dans le visible, ce qu'on voit avec nos yeux. Ouais. James Webb, lui, regarde dans d'autres longueurs d'onde infrarouges, donc ça aide à forcément voir plus de détails de l'espace. L'infrarouge, en fait, ça permet, en fait, grâce à l'infrarouge, on peut voir à travers les poussières. Donc là, c'est pour ça que tu vois beaucoup d'étoiles à travers la nébuleuse de la Carène. Sur Hubble, on verrait moins d'étoiles, en fait, Ok. si on regarde avec Hubble. Bon, je pense qu'on te fera appel quand on aura d'autres images à décrypter pour France Info. Ce sera plus simple. Pas de souci, oui. J'ai lu aussi dans une autre interview qu'on compare souvent à Thomas Pesquet, parce que c'est un peu la référence qu'on a en France Dans le spatial, ouais. voilà, dans le spatial. Tu as déclaré que tu voulais être Alan Petre et pas le deuxième Thomas Pesquet. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cet Alan Petre dans les Oui. années à venir? Oui, c'est vrai que j'ai dit que je voulais pas qu'on me dise trop que je suis le deuxième Thomas Pesquet, mais plutôt le premier Alan Petre, dans le sens où on n'a pas non plus les mêmes parcours. On n'est pas issus des mêmes endroits, voilà, on a chacun notre chemin, quoi. Même s'il peut y avoir des ressemblances, mais on a chacun notre chemin. Et ce que je dirais au futur Alan Petre, Ouais, peut-être, c'est ça. ce serait t'as eu la NASA, quelques années auparavant, tu t'aurais jamais cru l'avoir, donc si tu as envie d'être astronaute, tu peux le faire aussi. Donc te mets pas de barrière, c'est un peu ce que je dis aussi aux collégiens et lycéens. Te mets pas de barrière, fonce et essaie d'aller au bout de tes projets. Que tu y arrives ou non, au moins tu auras essayé et tu n'auras pas de regrets, quoi. Ouais, c'est un super message. Merci. Mais merci beaucoup.